Bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce septième webinaire MSH France WhatsApp. Alors aujourd'hui, on a un invité de marque. Merci Cédric Charpentier d'être là. Cédric, c'est le directeur général du groupe BioCSI qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir à ce webinaire pour vous parler un petit peu du groupe et puis répondre également à vos questions. Alors avant que je démarre peut-être avec l'agenda, je me tourne vers Fabrice pour les règles d'usage par rapport à ce webinaire. Merci Fred, bonjour à toutes et tous. Trois petits rappels. Petit 1, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver en replay. Deuxièmement, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions en utilisant le chat qui se trouve à droite sur votre écran. Et je me permettrai de poser vos questions de façon anonyme pour chacun d'entre vous. Et enfin, si vous avez la gentillesse en fin de réunion de répondre au questionnaire qui sera posé en cas de satisfaction, ça nous permettra de nous aider à nous améliorer pour la prochaine fois. Merci. Merci Fabrice. Donc pour m'accompagner au complément de Cédric, Laurent Jumel qui va vous dire un mot sur l'actu commerciale de MSH France que nous avons à l'agenda. Après, moi je parlerai un petit peu de MSH globalement et puis la vie de l'entreprise. Cédric qui va nous parler de l'actu du groupe et surtout la stratégie du groupe et qui répondra à vos questions. Et puis vous devez voir présent à l'écran Laurent Bonnot et Doua Gaïa. On va parler un petit peu du projet Golden Gate qui avait suscité un petit peu des questions, sur lequel il y a déjà beaucoup de communication, mais pour lequel je pense que c'est bien de faire une prise de hauteur pour vous donner un petit peu la vision globale de ce que nous voulons faire, de où nous en sommes et de quelles sont les prochaines étapes. Voilà. On aura également en début de webinaire la photo à choisir pour l'axe 2. Vous voterez pendant le webinaire comme la dernière fois. Et puis, on désignera le ou la vainqueur à la fin du webinaire et ça sera l'illustration qui sera utilisée pour l'axe 2. Voilà, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder avec l'actu commerciale de MSH et je me tourne vers Laurent qui a 7 minutes pour vous en parler. C'est un message. Bonjour à tous, merci Frédéric. Alors, point business et commençons par l'individuel, dont l'activité se porte au beau fixe, puisque vous pourrez le constater sur le graphique qui vous est présenté. Pour faire très court et très simple, la production cette année de janvier à mai inclus est de 17% supérieure à celle qu'on avait fait à la même époque l'année dernière. Donc c'est évidemment une très bonne dynamique. Évidemment, on veut encore plus, mais néanmoins, 17% de croissance, c'est déjà pas mal. Et je tenais à saluer le travail exceptionnel des équipes, tant au niveau du courtage que du direct, pour atteindre ces objectifs. Côté PME et ETU, on se défend pas mal du tout. Il y a de jolies réalisations qui ont eu lieu depuis le début de l'année et il y a du pipe. Donc, on est plutôt optimiste cette année sur notre segment PME, ETI. Bravo à Chantal et ses équipes. Et puis, évidemment, on décline le plan Jutaka. On donne toute la place que doit avoir l'individuel au sein de notre activité MSH France. On continue d'investir dans nos outils. La livraison de notre fameux TDS, notre petite souscription, a eu lieu. Ça a été un petit peu difficile. On a pris un petit peu de retard. On se le partage. Mais néanmoins, je ne serais pas correct si je ne saluais pas le travail considérable qui a été fait par nos équipes informatiques et nos équipes MOA pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu un peu de souffrance. Mais par contre, il y a eu une solidarité et un boulot énorme qui a été fait. Et je crois que c'était de mon devoir, avec Frédéric, que de le souligner. Merci à tous du fond du cœur. Et puis, on travaille aussi la rentabilité, parce qu'il faut croître, mais il faut croître dans la rentabilité. Et le 17% de croissance que je vous indiquais sur l'individuel, il est d'autant plus louable qu'on a arrêté de produire avec certains très gros courtiers producteurs, et notamment au Mexique. Donc, ce n'est pas un 17% à périmètre constant, c'est un 17% malgré le fait qu'on est coupé de notre décision la distribution avec certains courtiers au Mexique qui présentaient une profitabilité pour nous qui n'était pas dans l'épure de ce que nous attendions. Voilà. Et puis, j'ai terminé sur l'individuel, sur le projet Lydia. Vous savez qu'on a un très beau projet avec Lydia, qui est le leader, la banque
de moyens de paiement, leader en France sur les étudiants. Ils ont 2 tiers des étudiants français en portefeuille et ils ont décidé de lancer avec nous au 1er janvier un produit spécial étudiant. Donc ça promet de faire de très jolis chiffres dès l'année prochaine. Collectif maintenant. Alors sur le collectif, d'abord, rappelons les objectifs qu'on s'est assignés cette année. En 2002, on avait 2,2 millions d'euros de new business à faire en saturation et en nouveaux clients, hors majoration tarifaire et hors le segment spécifique des bilans de santé. En 2023, dans un accord complètement imposé par Frédéric, les objectifs ont été augmentés de la bagatelle somme de 18%. Voilà, mais c'est normal, vous savez qu'on a des ambitions très fortes de croissance au niveau de MSH comme au niveau du groupe du OCIACI, je pense que Cédric le rappellera. Et donc du coup, nos objectifs ont été sensiblement augmentés. Et donc, à date, où est-ce qu'on en est? Alors, moi, j'ai une ancienneté de un peu moins d'1 an maintenant dans le groupe, donc du coup, j'ai fait appel à mes équipes commerciales préférées pour leur dire alors comment on a eu le pipe par rapport aux années précédentes, moi je ne suis pas capable de juger. Et les équipes me disent Laurent, on n'a jamais eu autant de pipe et un pipe autant diversifié sur du corporate, sur des OI, sur des ONG, sur des assureurs qui confiaient les portefeuilles en délégation de gestion. Et donc, on a fait la somme de tout ce qu'il y avait dans le pipe en ce moment. Il y a plus de 130 opportunités différentes, que ce soit en new business ou que ce soit en saturation. Donc, il y a un très joli pipe. Avec un petit bémol, je trouve que ça manque encore un peu de gros dossiers. Il y a beaucoup de pipe, mais les dossiers qui, on va dire, dépassent 500 000 euros de commission potentielle par an, ils se comptent sur le doigt d'une main. Mais on est en juin, et vous savez que la période des appels d'offres, elle démarre maintenant, et puis jusqu'à la fin de l'année, donc on pense que ce pipe va augmenter. In fine, si on somme toutes les commissions potentielles, ça fait 10,8 millions d'euros de commissions. Et évidemment, on ne concrétisera pas tout. Et donc, si on probabilise, à dire d'experts, ces commissions potentielles par rapport à ce qu'on pense gagner ou raisonnablement gagner, et ben on arrive à date à 1,6 million d'euros de commissions pondérées. C'est un peu en dessous donc de l'objectif de fin d'année, mais c'est bien normal puisqu'on n'a encore une fois pas reçu du tout la totalité des appels d'offres que nous aurons adressés d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on est plutôt très optimiste sur le pipe, même si ça fait évidemment beaucoup de boulot pour les équipes, et j'en profite pour les remercier du fond du cœur pour tout l'investissement personnel qu'elles font et le cœur qu'elles se donnent à l'ouvrage pour qu'on cartonne en fin d'année et qu'on fasse mieux que les 18% d'augmentation que nous a assigné Frédéric. Alors si on regarde maintenant un peu dans le concret, ce pipe commercial, en termes de délégation de gestion, vous savez, il y a un très grand assureur américain qui nous a confié la gestion de ses sinistres en run-off. Je dirais que c'est fait à 95%. On pense signer dans les 2 prochaines semaines. Sur 3 ans, ça fera la modique somme de 1,2-1,3 millions d'euros de commission pour MSH. AIG aussi, son portefeuille en Europe du Nord, a décidé de nous confier de la délégation de gestion et on va commencer au 1er octobre au 1er novembre un très très beau dossier qui s'appelle Merx. Et puis enfin, on a un partenariat qui ne cesse de se développer avec Allianz et là aussi, il nous envoie de plus en plus de business, de plus en plus de délégations de gestion et notamment en prévoyance. Vous voyez que côté délégation de gestion pour les assureurs, on a le vent en poupe. Côté organisation internationale, alors je ne sais plus quoi vous dire sur les Nations Unies. À chaque fois que je vous en parle, à chaque fois que je vous dis, bah oui, on attend les résultats et on les attend toujours. Notre Antonio préféré a lancé les Nations Unies il y a de cela 3 semaines environ pour savoir où en étaient les résultats de l'appel d'offres et ils nous ont gentiment répondu qu'ils étaient encore en train d'évaluer la qualité des offres qui leur avaient été remises, donc le suspense demeure entier. Il y a un très bon appel d'offres qui va être lancé en septembre avec Eurocontrol, sur lequel on aimerait se positionner de façon agressive. Et puis, enfin, il y a notre, alors moi j'appelle ça le French MOFA, notre ministère à nous des Affaires étrangères. Vous savez qu'on a un certain nombre de ministères des Affaires étrangères en portefeuille, mais on n'a pas de ministère français. Et donc, on aimerait corriger ce que je considère comme être une anomalie. Et donc, j'espère qu'on pourra, en association avec les équipes de PSC, attaquer ce dossier pour l'année 2025. Et ce dossier, pour information, il est dans une mutuelle qui est dédiée au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui et qui est remise en cause suite à l'appel d'offres qui a été décidé par surtout les ministères. Voilà pour les OI. Si on continue, et j'en ai presque terminé, on va passer maintenant à la partie corporate.
sur la partie corporate en France. E.ON vient de nous saisir sur une très belle boîte du CAC 40, on n'a pas encore notre compteur, qui est Schneider Electric. Donc ça pourrait être une très, très belle référence pour cette année. Donc on va foncer sur cet appel d'offres, on appelle ça dans les 2 prochains mois. On a Subsea7 qui est peut-être un peu moins connu, qui est le concurrent direct de Technip. Donc vraiment une très belle boîte là aussi, qui sur sa filiale française vient de nous interroger. Et puis on a une autre boîte du CAC 40, UCD, que Mercer aussi nous a envoyé pour que l'on réponde à l'appel d'offres. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit on est très très bon en France et quel dommage de ne pas exporter ces savoir-faire qu'on a sur nos superbes clients du CAC 40 sur des CAC 40 italiens, suisses ou européens. Et donc, on est un peu parti en chasse en dehors de France et on a un certain nombre d'appels d'offres qui, du coup, nous ont été envoyés. Pour n'en citer que 3, on a Ferrero, du côté des Italiens, c'est le chocolat, donc j'aime bien ça, l'Université de Florence, et puis enfin Ariston, qui nous a également saisi pour qu'on puisse répondre à un appel d'offres sur leurs expats. Et puis on n'oublie pas qu'on fait partie d'un très grand groupe désormais qui s'appelle Diosiasi, et que c'est des opportunités pour nous de cross-sell qui sont assez incroyables. J'en ai pris 3 à titre d'illustration. Ce n'est pas exhaustif. Je peux vous parler de Saipem qui nous a été proposé par nos collègues préférés de PSC. C'est un dossier qui sent bon. Voilà, si j'avais à mettre une proba dessus, je dirais qu'il est supérieur à 60%. Donc merci à nos collègues de PSC. On a une superbe opportunité et il y a 2000 expatriés, donc ce n'est pas un petit dossier. Sanofi, qui nous a été amené par Alain Bissoff, sur lesquels on pitch pour des bilans de santé au niveau mondial sur l'ensemble des populations de Sanofi, environ 100 000 personnes. Et puis enfin, j'aime beaucoup celui-là, Polambros Shipping, c'est un armateur grec, et ça nous a été proposé par Cap Marine. Donc vous voyez que la force d'un grand groupe, ça nous permet d'avoir des leads que jamais on aurait imaginé avoir il y a encore quelques années. Voilà, je m'en arrête là, vous l'avez compris, un gros pipe, plein d'espérance, plein d'espoir et un très grand merci à toutes les équipes. Et là, je ne parle pas que des équipes commerciales, mais aussi des équipes opérations, des équipes médicales, des équipes réseau, qui sont à nos côtés 24 heures sur 24 pour défendre nos dossiers, pour partir en attaque et pour répondre à nos côtés aux appels d'offres. Merci à tous. Merci Laurent. Tu n'as pas parlé des défenses, est-ce que, alors même si tu as cramé ton temps, est-ce que tu veux dire un mot sur les quelques défenses, parce qu'on a une année en France, je vais le dire après, un petit peu challenging, on a des dossiers à l'attaque, mais on a aussi quelques grosses défenses, et finalement, on ne sait pas de quel côté les balles vont tomber. Alors, c'est l'ascenseur émotionnel sur les défenses. Je vais vous citer un seul dossier, c'est le Mofa Irak. Vous savez que c'est un dossier très important qu'on a rentré l'année dernière. C'est un client qui est particulièrement difficile parce qu'il fait un appel d'offres chaque année. Donc, quand il vous rentre, c'est pour un an, et puis au bout d'un an, il vous remet en cause. Sur ces 5 dernières années, il a changé 4 fois d'assureur et de prestataire. Il est passé par Cigna, puis par AXA avec MSH, puis par Allianz, puis de nouveau par AXA MSH. Et là, on vient de répondre. On ne sait pas trop. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais vu une mobilisation aussi forte à tous les niveaux de l'entreprise, puisque à l'oral, c'est tout simplement Frédéric qui est allé pitcher, appuyé évidemment de pouvoir et de Julie. Et puis, on a même eu la chance et l'honneur de bénéficier de Pierre Donnersberg, qui est venu introduire cet appel d'offres. Honnêtement, on ne sait pas du tout comment ça va tomber. Encore une fois, il change souvent d'assureurs et de prestataires, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a aucun regret parce qu'on sera battu jusqu'au bout. J'ai appris un mot depuis, c'est Shukran Jazilan. Alors, on finit, je dis ça, on va bien voir. Et on a également le ministère de la Santé saoudien, sur lequel on attend le retour de l'appel d'offres. Donc, l'un comme l'autre, nous sommes tenants, donc ce sont effectivement des défenses. Et les deux pèsent relativement lourd. Si on regarde où on en est au niveau de MSH, vous voyez l'activité à fin 2022, fin mai 2022, sur le chiffre d'affaires net, 47 millions. On est à fin mai 2023 à 52 millions. On a donc une croissance de 10%, qui est plutôt bien. Si je vais sur toutes les colonnes, on devrait avoir un budget à fin mai, on devrait être à 55 millions si on voulait faire ce que nous avons au budget, qui est une croissance de 15% pour l'ensemble de MSH. On a des vents contraires par rapport aux effets de change, c'est-à-dire que l'euro s'est raffermi. Et quand on encaisse en dollars et qu'on les convertit en euros, on avait un taux de change au budget de
l'euro s'est raffermi et du coup, ben, un dollar vaut moins quand on remet en euros. Et vous voyez, j'ai introduit une colonne qui est nouvelle, les effets de change comptent pour 4 points. Si je le dis autrement, si je reste en monnaie d'origine, on a une croissance de 14%. Quand je traduis en euros avec les taux de change actuels et pas ceux du budget, nous avons une croissance de 10%. Donc on a quand même une activité intrinsèque qui nous fait générer une croissance de 14%, donc c'est très satisfaisant. Mais vous le voyez, voilà, on a des vents contraires avec les effets de change qui fait que nous serions 2% en dessous du budget par rapport à nos objectifs s'il n'y avait pas les effets de change, et on est à 6% en dessous du budget, c'est le 94% que vous voyez. Si on va rapidement pays par pays, la Chine marche pas trop mal, elle a quand même un objectif de croissance de 13%, donc là il faut que ça cravache encore un petit peu, mais ils sont relativement confiants. Il y a le Covid, enfin voilà, ils sont sortis du Covid d'un seul coup, même plus vite qu'on l'avait imaginé. Il y a eu beaucoup d'activités commerciales en Chine, donc ils sont confiants qu'ils vont récolter sur le deuxième semestre les fruits. La France, on en a parlé. Voilà, on a un objectif ambitieux, je le reconnais. Laurent l'a dit en blaguant, la négociation s'est arrêtée quand on était d'accord avec ma position. Et du coup, voilà, on a une croissance globale de 6% attendue. On est dedans, mais comme vous l'avez vu, on a pas mal de pipe, donc de choses dans le tuyau, mais on a aussi un certain nombre de défenses. Donc, voilà, on verra sur le deuxième semestre comment tout ça va tomber. Le Canada a une très belle croissance. Ils ont un bon début d'année, notamment sur le segment des étudiants. Et puis, ils vont démarrer, on va le voir après le 1er juillet avec Maple Leaf. On est en difficulté sur les Émirats. C'est assez difficile et on voit que on a quelques pertes et des réalisations un peu moindres que ce que nous avions escompté. L'Allemagne est toujours en croissance, 10%, c'est plutôt bien, même si c'est, alors là on ne le voit pas, pardon, mais je suis sur le forecast, ils vont faire en croissance, même si ils ont un petit peu de retard à l'allumage, et Singapour est moins bien que ce que nous attendions au plan, et là il y a un travail à faire. Si on va sur le slide suivant, qu'est-ce qui nous attend sur la suite? Donc, au niveau du Canada, il y a le lancement de Maple Leaf. Donc, pour vous rappeler ce qu'est Maple Leaf, nous sommes maintenant le gestionnaire pour tous les civil servants, les fonctionnaires du gouvernement fédéral, que ce soit lorsqu'ils sont en détachement à l'étranger, que ce soit lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. Donc, il y a il y a presque 1 million qui se déplacent avec les familles, et puis il y a une dizaine de millions, un peu plus, qui sont assignés à l'étranger. C'est un effet 1er juillet, donc ça va démarrer samedi, c'est un peu le saut dans le vide, donc les équipes sont vraiment prêtes. Ça a été un énorme travail qui a été réalisé par le Canada pour démarrer avec ce fabuleux projet au 1er juillet. Et puis, ils sont un peu attaqués sur les produits étudiants, donc ils ont un travail sur le deuxième semestre à mener pour remettre un petit peu à jour. Vous savez que les produits individuels, il faut sans arrêt les travailler, les remettre à jour, donc il faut qu'ils le fassent. J'ai parlé de la France. Dans les enjeux du deuxième semestre, il y a le projet Golden Gate, Doua et Laurent parleront, et puis tout ce qui est sur le plan de l'individuel. La Chine également, voilà, on pense que la dynamique va s'accélérer avec tout ce qui a été fait en animation commerciale au deuxième semestre, de manière à atteindre les objectifs. L'Allemagne a un peu de difficulté sur des produits courte durée, comme la France. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la mobilité, soit en courte durée, soit sans vouloir s'engager sur un produit long terme renouvelé automatiquement. Donc, on est en train de revoir notre gamme de produits pour aller sur des produits un peu plus courte durée, ce que va faire l'Allemagne. Et puis, aux Émirats, en fait, on s'était rendu compte qu'il fallait faire un partenariat avec un acteur local pour avoir au niveau du réseau des prix que nous n'avions pas. Cet acteur vient d'être acheté par notre concurrent Signa. Ça fait 9 mois qu'on bosse sur le dossier, qu'on commençait à voir avec l'informatique, la conformité, pour arriver, on était vraiment à bout touchant, et patatras, ils sont achetés par Signa. Donc c'est un peu retour à la case départ sur les Émirats pour voir la solution alternative, parce que nous sommes moins concurrentiels, on n'a pas le poids nécessaire pour peser sur les providers et avoir les prix qui nous permettraient d'avoir des bons SP. Voilà, et puis Singapour, je vous l'ai dit, c'est un peu déceptif, et donc on va un petit peu y aller avec Amandine pour voir comment on peut relancer un certain nombre d'actions et réussir l'évolution, puisque c'est une place qui est attractive. Alors, on me fait signe pour me dire que le chat vient d'être bloqué, je crois, sur les questions. Donc, a priori, vos questions ne passent plus et il faut écrire à Fabrice, donc fabrice.clufigo@msh-intl.com. Envoyez vos questions à Fabrice qui les posera de façon anonyme. Donc, désolé pour ce petit problème technique. Si on passe sur la vie d'entreprise,
Il y a eu la présentation de la stratégie, vous l'avez vu sur Imagine, vous allez la voir en live dans 2 minutes. Donc voilà. Il y a le baromètre social au niveau du groupe, on est à 32% de taux de participation aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est vraiment important de savoir ce que vous ressentez, comment vous êtes, voilà, comment vous puissiez répondre à l'ensemble des questions du baromètre. C'est vraiment clé. Il y a des questions autour de la RSE, des attentes, de la culture d'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment collaboratif pour construire ensemble l'entreprise de demain. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller répondre au baromètre et à participer. Ça s'arrête le 7 juillet, donc je compte sur vous pour que l'aiguille bouge encore et qu'on ait un taux de participation important pour voir que vous avez envie aussi de contribuer à l'évolution de notre entreprise. Je rappelle que pour les collaborateurs, essentiellement les collaborateurs commerciaux, il y a 15 heures de DDA à faire. Il y a une innovation cette année, c'est que je crois qu'il y a la moitié du bonus qui saute si vous n'avez pas fait vos heures de DDA. Donc, comme ça, vous serez motivé. Comme c'est bientôt l'été, c'est toujours le moment où on peut retrouver un petit créneau disponible pour faire des heures DDA. Vous savez que sur Internet, vous avez accès à des formations, donc n'hésitez pas pour éviter le rush de fin d'année. On se retrouve tous à vouloir faire ces heures, donc planifiez-les. Et puis, à propos de planification, pensez à prendre vos congés. On va probablement, c'est compliqué au niveau du groupe quand quelqu'un ne prend pas suffisamment ses congés. D'abord, pour les managers, il faut arriver à gérer ceci. Donc, ça doit s'échanger entre le manager et le collaborateur. Pour l'entreprise, ça veut dire qu'on traîne des provisions pour les congés. Et même pour vous, c'est pas bon. Donc, pensez à prendre vos congés, à les poser et à les prendre à l'été. Et puis, l'année prochaine, il y aura beaucoup moins de flexibilité. Je préfère l'annoncer tout de suite par rapport, vous savez, à la date cut-off de fin mai. Jusqu'à présent, on était relativement flexible et on disait que ça pouvait se prendre jusqu'à fin août. Il n'y aura pas cette flexibilité l'année prochaine. Donc, vraiment, planifiez. Voyez avec votre manager pour prendre vos congés au moment qui convient le mieux pour les deux parties. Mais n'hésitez pas à les prendre. Et puis, un petit mot de bienvenue sur le slide suivant aux 12 collaborateurs que vous voyez. Vous aurez les slides, donc je vous laisserai les découvrir. Bienvenue à vous tous dans la belle maison du OCSI et en particulier chez MSH. On est ravis d'avoir des nouveaux collaborateurs et je pense que j'aurai le plaisir de revoir certains dans le petit déjeuner des nouveaux entrants qui est le 5 juillet. Voilà, donc bienvenue à vous tous. On en arrête là sur l'activité de l'entreprise et je propose que sans plus tarder, on laisse la parole à notre directeur général, à cette Merci Zoé, merci Zoé. Alors, on va venir, pardon, je fais marche arrière. Vous savez qu'on avait les 3 axes de notre plan. La conquête choisie qui avait été votée la dernière fois et c'est Malina qui a gagné. Et maintenant, on voit les affiches de ce qu'avait fait Malina, ce qu'avait proposé Malina qui sont dans nos bureaux. Et maintenant, nous allons voter pour le deuxième axe, les offres de services et le réseau et tout ce qu'on va faire autour. Nous avons sélectionné 3 illustrations que vous voyez à l'écran. On vous laisse vraiment les regarder. Faites une capture d'écran ou une photo si vous voulez pour bien les regarder. Je ne vous dis pas les noms parce que ça pourrait vous influencer, mais les personnes se reconnaîtront évidemment et n'hésitez pas à voter. Alors, c'est du coup le chat marche quand même, Zoé? Oui, je vois des gens voter. Ok, donc c'est parfait. Donc regardez et n'hésitez pas à voter entre le 1, entre le 2 et le 3 pour illustrer notre axe 2, améliorer nos offres de services, valoriser notre réseau. Nous déciderons de qui est le ou la vainqueur à la fin en fonction de vos votes et elle se verra remettre un prix et son illustration sera sur nos bureaux. C'est bon cette fois, je regarde. Donc n'hésitez pas à voter, merci. Voilà l'ensemble des illustrations qui avaient lieu et je propose maintenant de laisser Cédric prendre la parole et vous parler, ça c'est un tableau, sur l'activité du groupe, le chiffre d'affaires, mais de façon générale, la stratégie. Très bien, merci beaucoup Frédéric de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et j'adore vraiment, enfin je vous le dis très régulièrement, mais j'adore le dynamisme des messages, c'est un vrai bonheur. Voilà, donc vraiment merci encore Frédéric pour ton invitation. Je voulais juste savoir si j'ai le droit de voter ou pas, moi. Je vote très bien, voilà, il y a certains qui me plaisent. Alors, effectivement, dans la discussion avec Frédéric pour préparer cette session d'une vingtaine de minutes, on a décidé que je vous présenterai déjà les chiffres au global de l'entreprise à fin mai. Donc, c'est le reflet des messages tels que Frédéric vous l'a présenté et représenté là à nouveau. Mais on vous a donné également les 4 plus la Suisse, les 5 autres activités du groupe que vous avez représentées ici.
Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise va bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, l'entreprise se porte bien. Vous voyez 13% de croissance de notre chiffre d'affaires entre 2023 et 2022. Voilà, donc c'est quand même une croissance assez exceptionnelle, je dois dire. Alors qu'on avait anticipé, puisque vous voyez la colonne de droite, hein, vous voyez 100%. Donc en gros, globalement, au sein de l'entreprise, on est à peu près là où on pensait être, alors à 2 millions près, mais ça reste néanmoins proche de 100%. Donc on est en ligne avec la trajectoire qu'on avait tous dessinée pour l'entreprise. Ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Ensuite, quand on regarde dans le détail, vous voyez finalement des activités qui se portent très très bien, d'autres qui se portent pour l'instant un petit peu moins bien, qui nous permettent d'afficher ces 13%. Donc vous avez le détail dans la colonne verte de la performance réalisée à ce jour. Donc vous voyez que les activités DSCS, alors c'est tout l'IRD, hein, dommages, RC, ligne financière, automobile, etc. Donc performent très très bien en ce moment, 13%. Alors vous savez probablement qu'on est dans un cycle assez favorable, alors sans évidemment minimiser la performance commerciale des équipes DSCS, mais dans un cycle favorable de prix en ce moment, qui porte évidemment nos activités, mais néanmoins 13% de croissance, qui est un peu mieux que ce qu'on avait imaginé pour fin mai, lorsqu'on a exécuté le budget, puisque vous voyez qu'on était à 103% aujourd'hui. PSC, donc toutes les activités prévoyance santé, donc là on a un petit peu plus de mal en ce moment. Alors on affiche moins 1%, il y a des retards d'encaissement, des sujets de mensualisation. Finalement, on est un petit peu plus bas qu'anticipé au budget, mais rien de dramatique, on est relativement proche de ce qu'on avait anticipé. MSH, je ne reviens pas dessus, sauf à vous féliciter pour la belle croissance déjà affichée. Alors je sais que c'est pas simple, vous avez des vents contraires, comme tu disais Frédéric, notamment les taux de change, mais néanmoins ça reste une très belle croissance pour le groupe, et j'insisterai un peu plus tard, mais sur le fait qu'MSH pour nous est un moteur de croissance pour le groupe exceptionnel. Donc on compte évidemment sur vous. Alors 18%, ça semble élevé, moi ça me semble bien sûr, mais bon, on y reviendra. Alors la Suisse, petit changement comptable par rapport à l'an dernier, donc cette très très forte croissance de 25%. Mais néanmoins, si on retraite notre méthode comptable identique, on est à peu près, on affiche une belle croissance et on est au budget. Les spécialités identiques, on est au budget, on avait prévu 7% de croissance, on les fait. Et alors le crédit, on a une position un petit peu différente. On affiche 57% de croissance puisqu'on a fait une acquisition des nouvelles sociétés qui portent évidemment le chiffre d'affaires de cette année par rapport à l'an dernier. Néanmoins, on avait anticipé cette acquisition et vous voyez qu'on est qu'à 87% de l'ambition à fin mai. Donc on est relativement plus bas que ce qu'on avait imaginé. On a malheureusement un client qui a fait défaut, qui fait faillite en fait, hein, et donc forcément il ne paiera plus ses primes et donc ni ses commissions. On a un petit sujet aujourd'hui, pour l'instant au crédit, mais rien de grave. Tout ceci est en train d'être traité et on a de belles ambitions pour le crédit pour l'année ou les mois qui arrivent. Voilà. Donc globalement, l'entreprise se porte bien à fin mai. Et si je me projette un petit peu, puisqu'on fait l'exercice avec les différents patrons de BU, on est également très confiant sur notre capacité à atteindre nos objectifs budgétaires pour le reste de l'année. Donc voilà, globalement tout va bien et félicitations évidemment pour votre contribution à MSH. Et encore une fois, on attend beaucoup de vous. Merci pour ça. Alors ça, c'était le premier point. Il va me rester peut-être une dizaine de minutes pour vous parler alors, du reste de l'activité du groupe. Et, j'ai eu l'occasion de m'exprimer auprès de vous via différents forums, alors comité de management. J'ai également tourné une petite vidéo pour vous expliquer le contenu des travaux qu'on a menés depuis 6 mois. Et c'est vrai que lorsque j'ai été proposé pour prendre la direction générale du groupe, il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai dit aux actionnaires que je souhaitais pouvoir, pour l'entreprise, travailler sur 4 sujets qui me tenaient vraiment à cœur et qui me semblaient être importants pour l'entreprise. Le premier, c'est donner une vision, qu'on puisse partager tous ensemble la vision pour le groupe. Qu'est-ce qu'on veut pour le groupe à 5 ans? Et donc, c'est les sujets que vous avez vus avec Horizon 27. Hein. Donc, je ne vais pas y revenir dessus, mais notre objectif, c'est d'être le leader européen indépendant du courtage. Et ça, c'est notre moteur. Et je le pense fondamentalement, nous avons une place à prendre sur ces marchés. Alors, on est déjà leader, mais je pense qu'on peut continuer à consolider autour de nous un certain nombre d'acteurs européens, notamment,
pour continuer à nous renforcer. Donc ça, c'était le premier point. Les axes stratégiques, vous les connaissez à l'intérieur, hein, c'est évidemment en France et continuer à croître. On a des parts de marché très significatives, mais il y a encore des marges de manœuvre, évidemment, et on en a parlé au travers de vos activités. Nous avons ensuite des ambitions à l'international, et MSH est toujours très bien placé quand on parle d'international au sein du groupe. On a des ambitions à la fois pour les activités de généralistes, donc IARD ou Employee Benefits, donc ça c'est plutôt sur le marché européen, Afrique et Moyen-Orient. En revanche, sur les spécialités du groupe, et vous en faites partie, on est vraiment très fiers d'avoir des spécialités aussi puissantes sur leur marché. Là, le monde est votre village, quelque part. Hein. Vous avez pour vous la possibilité d'aller vous installer là où vous pensez qu'il est important de vous installer pour développer vos activités. Donc là, Frédéric regarde un certain nombre d'initiatives, d'opportunités mondialement et sur lesquelles on sera vraiment ravis de vous accompagner dans les choix que vous ferez. Voilà, donc ça, c'est les deux axes stratégiques importants. Je ne vais pas revenir sur les sujets transverses, mais voilà, ça, c'est les points importants. Le deuxième élément, j'en ai quatre, le deuxième élément sur lequel, en décembre dernier, j'ai expliqué à nos actionnaires qu'il serait important de travailler, c'est la roadmap RH. Donc, la roadmap RH, je considère que, j'ai considéré, c'est moins vrai aujourd'hui, mais que on avait un énorme travail à faire sur les ressources humaines au sein de l'entreprise pour accompagner au mieux les BU. Et donc, sur ces sujets-là, on a aussi beaucoup travaillé. On a une roadmap qui est claire pour les 4 prochaines années et qui explique ce qu'on souhaite faire. Alors, on n'a pas eu l'occasion de vous la présenter encore en détail. Sylvie Roland va le faire dans les prochaines semaines et vous verrez notre ambition de transformer totalement la marque employeur. Voilà. En interne, pour nous tous, pour vous, collaborateurs, nous avons l'intention de transformer notre approche RH. Donc voilà, c'est très ambitieux, mais c'est détaillé. Et vous verrez que dans l'exécution du plan, très prochainement, des initiatives très concrètes sur ces aspects RH. Alors, on a travaillé déjà à très court terme, vous les avez vus sur l'INAO, donc les augmentations que nous avons proposées. Et je voulais vous dire que je suis très satisfait de l'accord que nous avons signé avec les organisations syndicales. Je pense que c'est une très belle enveloppe que nous avons. Et quand vous regardez ce qui se passe autour de BioCSI, on peut considérer que c'est une très belle enveloppe. On est allé aussi au bout de la négociation, alors là plus récemment sur les sujets d'intéressement et de participation. Donc là, vous aurez là aussi, je pense, motif de satisfaction. Et voilà, donc on déroule un certain nombre de choses qui vont dans le sens pour moi du renforcement de la marque employeur pour nous tous. Et puis au-delà de ça, on veut faire vivre cette communauté RH autour de vous avec voilà, des rencontres, le baromètre social qui en fait partie. Notre idée, c'est vraiment de voir une communauté qui s'exprime et qui nous permet de nous transformer au mieux dans les prochaines semaines et dans les prochains. Donc ça, c'était le deuxième élément qui me semblait important. Le troisième élément qui est un peu lié avec le deuxième, c'est la culture d'entreprise. Culture d'entreprise, voilà, on avait 2 entreprises avec des cultures propres. Je pense qu'il ne faut pas repartir d'une feuille blanche. L'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur des 2 mondes et d'arriver avec une idée de ce qu'on souhaite incarner, nous, comme entreprise, comme culture, comme valeur. Donc, on a fait plancher un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, pour première étape sortir des valeurs, 4 valeurs qui nous ont semblé être importantes de porter. Alors, certaines qui étaient déjà très présentes dans l'entreprise, l'esprit entrepreneurial et l'excellence. Ça, c'est des choses qui étaient vraiment vécues à l'intérieur des 2 sociétés. Et d'autres sur lesquelles on pense qu'il y a un petit déficit. Alors, on ne va pas se cacher, la confiance, ça c'est un élément qui peut probablement être amélioré au sein de l'entreprise, en tout cas c'est ce que vous pensez, et le collectif. Voilà, le collectif aussi, comment on travaille tous mieux ensemble, alors au sein des BU évidemment, mais aussi entre les BU. Ça, c'est important. Tu parlais de cross-selling Laurent tout à l'heure, c'est magnifique. Moi, je suis ravi de voir que ça fonctionne. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la relation avec le corporate qui potentiellement peut être encore améliorée. Voilà. Donc, c'est les 4 axes que vous avez identifiés sur lesquels on doit travailler. Et on veut travailler pour, encore une fois, bâtir cette culture commune. Voilà. Donc, c'était pour moi les principaux éléments qui était vraiment critique pour moi au sein de l'organisation quand j'ai postulé pour
pour ce poste de directeur général du groupe il y a maintenant 6 mois. Donc je trouve qu'on est quand même particulièrement bien lancé. On est bien lancé financièrement. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique au sein du groupe. Et donc je vous remercie à tous pour votre contribution. Alors je ne sais pas si j'ai C'est nickel. le temps de tout délivrer, Frédéric. Et du coup, est-ce que tu as reçu des questions sur les emails? Alors, on a reçu des questions. Eh ben, allons-y sur la session questions-réponses. Il y a pas mal de questions. Donc, la première question, c'est de savoir ce que vous pensez de MSH. Quelle image on a ça. Ah, J'étais sûr ça que c'est c'était ça. ça. Bon, alors, ouais, il y a peut-être un dernier point que j'ai oublié, c'est la RSE, c'était le 4e point, mais on y reviendra probablement quand on aura un peu plus de matière dans les prochaines semaines. Alors, MSH pour moi, je le disais finalement un petit peu en introduction, hein, c'est un petit peu finalement le reflet de ce que je souhaiterais que l'IOCSI devienne. Voilà, je vais être assez ambitieux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une entreprise au sein d'entreprise qui est excessivement dynamique. Ça, et pour moi, c'est une des caractéristiques. Je ne suis pas au quotidien avec Frédéric, mais c'est ce qui transparaît pour moi, c'est excessivement dynamique. On parlait d'esprit entrepreneurial, ça l'est certainement. Quand on voit déjà les implantations, rien que ça, les implantations géographiques des messages, voilà, il a fallu aller au Canada. Vous êtes en Chine, vous êtes les seuls à être en Chine. Voilà, enfin, ça, c'est un élément pour moi qui est très important. C'est une entreprise performante, hein, soyons clairs. Alors, il faut être encore plus performant, hein, tu le sais, mais néanmoins, c'est une entreprise performante avec de la croissance forte, et on attend de la croissance au sein du groupe. Tu parlais de rentabilité, hein, Frédéric aussi, hein, on parle de la croissance rentable, et c'est ce que vous incarnez. C'est une entreprise très internationale, les messages. Hein. Et ça, on va vous parler, hein, vous savez parler, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et puis vous êtes une entreprise qui rejoint un peu tout le reste, mais visible. Voilà. Et ce que je vous exprime, c'est ce que je vois au travers de ce que vous projetez comme image dans les réseaux sociaux, notamment. Voilà. Et ça, voilà. Donc, je dirais qu'il y a, enfin, voilà, il y a que du positif. Et encore une fois, je pense qu'on devrait, au sein de l'IOCSI, prendre pas mal de bonnes pratiques ou d'exemples auprès de vous. Voilà, comme je le pense. Et on a un collier en parité, tu parlais du RSE. Ah, bravo, c'est vrai. Ah, ça sera les points, effectivement. On a fait un petit peu de progrès au niveau du groupe. Hein. Vous avez vu la nomination de Florence Loup et de Myriam El Khomri au sein du COMEX. Et voilà, on n'est que 3 femmes sur 11 sur 10. Voilà, on est à 30%. Voilà. Effectivement, encore un peu de progrès. Félicitations. Frédéric. Il y a une question très rapide, merci, qui était de savoir quid du recrutement du DG sur le volet international. Ah, eh bien écoutez, sans trahir de secret, nous sommes en recherche. Voilà. Nous avons lancé une chasse pour trouver le bon profil pour ce poste qui est, enfin, vous l'avez compris, au travers d'Horizon 27, hein, de la stratégie, qui est clé pour le groupe, à la fois pour manager déjà tout ce qu'on fait à l'international qui n'est pas MSH. Donc il y a à peu près 35% du chiffre d'affaires du groupe qui est dans cette business unit, donc c'est important pour le groupe. Et au-delà de ça, la croissance externe, la croissance organique de l'international aussi doit accélérer. Voilà, c'est un élément important. Donc on a préféré effectivement faire une chasse assez large pour le recrutement qui, j'espère, néanmoins devrait être réalisé rapidement en septembre. Merci. Autre question. Donc, le groupe DIOCSI a historiquement une culture commerciale grand compte. Dans Horizon 2027, on a vu apparaître la volonté de se développer également sur le marché middle market. Comment ça va se traduire concrètement? Alors c'est vrai que on parle d'international, mais je le disais rapidement, mais qu'on a un vrai potentiel encore de croissance en France. Alors la question n'est pas sur les grands comptes, mais il y a un potentiel de croissance sur les grands comptes, dont d'ailleurs vous faites partie. On a également, et là on le pense très fortement, et on a eu l'occasion de s'exprimer auprès d'eux, un vrai potentiel en région. Alors quand je dis région, ça inclut la région de France, hein, pas uniquement la province, mais voilà, toutes les régions. On a un maillage, et notamment grâce aux implantations ex-Dio, un maillage régional qui est assez exceptionnel, qui n'a pas d'égal presque, hein, et peut-être grâce à voix qui peut peut-être rivaliser, mais en tout cas d'un point de vue
maillage géographique, on peut difficilement faire mieux. Et donc là, on pense qu'il y a un vrai potentiel, à la fois via la standardisation des produits, toute l'expertise qu'on a acquise auprès des grands comptes, comment on la transfère dans les régions, et puis entre les régions elles-mêmes, qui elles-mêmes ont des expertises bien spécifiques, comment on partage cette expérience au travers de nos implantations géographiques. Donc voilà, vrai potentiel. Pour vous donner un chiffre, je crois qu'on fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en région. L'objectif à 2027, c'est d'en faire 100. Donc on a l'objectif d'augmenter de 30 millions notre chiffre d'affaires sur ces principalement PME, PMI et ETI. Ok, merci. Vous avez évoqué l'ambition affichée du groupe de développer une expérience collaborateur commune et attractive. Concrètement, ça veut dire quoi? Ah, je passe. Non, mais voilà, enfin, notre objectif, et ça vous le verrez plus précisément, notamment dans les initiatives que l'on va prendre au travers de la roadmap RH, notre idée c'est de casser les silos. Voilà, c'est vraiment de casser les silos. On parle de collectif dans les valeurs. Comment on va traduire cela dans votre quotidien? C'est vrai qu'on essaye de multiplier les occasions de faire se rencontrer les gens dans des forums divers. On crée des petits déjeuners pour les commerciaux de la maison. On a créé ce comité de management. Bientôt, moi, je vais faire des rencontres de 20 personnes venant de tous horizons. Donc, l'objectif, c'est vraiment de multiplier l'occasion de connecter les gens, de partager et encore une fois de casser ces silos qui sont quand même assez solides encore. Merci. Une question qui pique un peu. Je vais content et c'est coulé comme De faire évoluer la partie OCSI qui n'est Ah. pas très utile, enfin, qui n'est pas très aisée à utiliser à l'international, parce que c'est pour des raisons de prononciation, pour une marque peut-être plus globale. C'est une question qui pique, parce qu'elle fait débat. Elle fait débat, oui. Enfin, moi, et comme vous, d'ailleurs, la plupart d'entre vous, voilà, on voyage et effectivement, quand on parle du groupe, en dehors de nos frontières des pays francophones, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, je l'ai constaté, j'en ai bien conscience. Moi, je pars du principe qu'on va devoir changer de marque à un moment donné. Voilà. Donc, j'en suis intimement convaincu. La question, c'est plutôt quand. C'est pas si. Voilà. C'est plutôt quand. Je pense qu'on n'est pas prêt, en tout cas en 2023. 2024 peut être une année de réflexion, mais pour une implémentation un peu plus tard. À un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on change de marque. Ça, c'est mon intime conviction. Voilà, je ne suis pas le seul à décider. Il y aura un certain nombre de concertations avec vous, d'ailleurs aussi, avec le COMEX et avec nos deux coprésidents qui sont évidemment eux aussi très attachés, très attachés à vos anciennes marques, évidemment. J'ai appris il n'y a pas longtemps ce que voulait dire CSI. Société intercontinentale d'assurance dans le commerce et l'industrie. Oui, exactement. Exactement. Bravo. C'est pas le temps de prendre une ou deux questions. Oui, en fait, on est bien dans le timing, donc vas-y, si. Oui. Ça fait vraiment plaisir d'échanger si je peux éclaircir un certain nombre de points. Alors, on a vu et vu dans le cadre d'Horizon 2027 que le CSI entendait s'affirmer comme une alternative au portage anglo-saxon. Au-delà de l'affichage, ça veut dire quoi concrètement, l'alternative au portage anglo-saxon? En fait, on a une caractéristique propre. Voilà. Et ça, c'est des éléments qu'on revoit très clairement et qu'on se dit très clairement dans les réponses aux appels d'offres. Voilà. Quel est l'élément différenciant en ce qui nous concerne? On a une approche très différente des anglo-saxons, de par déjà notre culture propre, proche de nos clients, mais aussi au travers du sujet d'indépendance. Ça c'est un élément qui est vraiment pour nous très différenciant. On n'a pas les contraintes des marchés, ça c'est aussi un élément important. Et puis surtout, et ce qu'on veut mettre en avant quand on parle d'éléments différenciants, c'est la souveraineté. Voilà. On est vraiment convaincu que le courtier a un rôle absolument critique dans la protection des données de nos clients. Voilà. Un courtier a accès à énormément d'informations.
on parle des données de santé des collaborateurs, on parle des données de santé des dirigeants, on parle aussi des infrastructures sensibles d'un certain nombre d'activités, hein, les points faibles des usines, les points d'incendie, etc. Donc voilà, le courtier dispose d'informations critiques de ses clients. Voilà. Et à partir de là, alors il ne faut pas être parano, mais néanmoins il faut être réaliste. Est-ce que les données d'entreprises européennes sont bien protégées lorsqu'elles sont hostées, gérées par un courtier américain? Voilà. C'est une vraie question, on a notre réponse, et c'est un peu ce qu'on porte aujourd'hui comme message à nos clients. Vous seriez mieux à loger vos données chez un courtier européen. Voilà. La question qu'on pose, c'est est-ce que Boeing est assuré par un courtier français? Est-ce qu'on peut imaginer que Boeing soit assuré par un courtier français, qui néanmoins dispose évidemment de la même expertise, du réseau, etc. On en doute. Voilà. Donc nous, et c'est pour ça, quand je dis tout à l'heure, il y a une place pour un courtier européen, on est fondamentalement convaincu qu'il y a une place, et il devrait y avoir cette sensibilité, ce qu'on appelle de souveraineté, et vous l'entendez probablement de plus en plus dans la presse d'ailleurs, hein, parce que c'est des choses qui sortent, hein, et ben nous, on table fondamentalement sur ça, et on joue cette carte-là parce qu'on est convaincu que c'est la carte. Donc voilà l'élément pour moi principal différenciant, et pourquoi on se positionne comme alternative européenne. Merci. Une autre question soit faite de savoir qu'est-ce qui est prévu dans les faits pour accélérer la digitalisation des process de souscription et de gestion, de mieux exploiter la data. Est-ce que ça peut passer par exemple par le fait de plus développer les méthodes agiles? Alors là, vaste sujet, vaste sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que, et on a ces sujets avec évidemment Frédéric, on en parle souvent lui et moi, on a des besoins. On a des besoins de transformation sur le digital, fondamentalement sur l'IT de manière générale, on a des besoins. Bon, on a mis des moyens en face de ces besoins. Et quand je crois que vous l'avez indiqué dans le plan Horizon 27, on a débloqué 250 millions, c'est-à-dire 50 millions par année de dépenses informatiques, si on résume, sur les 5 prochaines années. Voilà. On a un budget très conséquent, enfin, vous comprenez que c'est très conséquent pour transformer l'entreprise. Alors après, c'est jamais assez, hein, j'ai été patron de BU, donc je sais, c'est jamais assez, sauf que voilà, chaque BU on veut toujours un peu plus, mais on a aussi un équilibre budgétaire à respecter. Donc on a 50 millions néanmoins à disposition, qu'on a répartis en fonction des besoins des différents BU, qui proposent leur propre plan de transformation et notamment de digitalisation. Je sais que c'est un gros sujet pour MSH en particulier. Donc les moyens sont à disposition. On ne peut pas aller à un rythme excessivement soutenu. Je ne peux pas mettre 250 millions sur la première année, c'est pas possible. Donc il faut mettre 50 millions par année. C'est le rythme qu'on a pu se donner, qui je pense est tout à fait acceptable et qui va nous permettre de transformer petit à petit les différentes activités qui nécessitent. Frédéric, je ne sais pas si tu veux. Non, je pense que c'est bien. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'il faut qu'on dépense mieux. C'est-à-dire que 50 millions, enfin, on est frustré en se disant il y a tellement de choses à faire, y compris dans l'expérience collaborateur, qui était une des questions sur les outils. Et en même temps, si je regarde ce qu'on dépense et je le ramène au chiffre d'affaires, ce n'est pas le meilleur indicateur, mais ça, moi, je sais le comparer avec d'autres courtiers, notamment, où j'ai pu être avant. C'est assez, en fait, c'est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'est pas chiche. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépenser plus intelligemment. Je suis persuadé qu'avec la même somme d'argent, on peut faire plus. Et après, c'est d'arriver à trouver la façon de le faire et de se mettre notamment en mode agile, si c'était le sens de la question, pour arriver à aller plus vite et qu'avec la même somme d'argent, on fasse plus de choses, ou en tout cas que si je suis collaborateur, j'évite les effets tunnels et je vois plus vite ce qui est en train d'arriver et comment ça bouge, etc. J'ai parfois l'impression, dans l'entreprise comme chez nous, hein, qu'on est sur des releases et que, alors, je sais que ma fille ne doit pas être contente, mais que ça prend un peu de temps et on a un peu des effets tunnels et on ne voit pas toujours l'arrivée des choses. On attend de prendre une ou deux questions. Bien sûr, des deux, qui m'amusent beaucoup, mais parce que j'aime bien copier. On va peut-être, je vais répondre à celle-là, parce qu'elle m'amuse. Alors, à moins qu'il y en avait d'autres plus importantes. C'est une que tu as vue parce que tu dois l'avoir aussi en copie. Et la personne dit est-ce que je comprendrais que vous ne vouliez pas poser ma question? Donc je vais y répondre. Pourquoi MSH n'a pas absorbé la BU internationale?
Ah, tu réponds? Donc, je vais y répondre. Merci. D'abord parce qu'on a beaucoup à faire avec ce qu'on a. Vous avez vu qu'on a une année challenging, hein. On a un deuxième semestre qui va être critique pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs et donc à montrer qu'on tire la croissance du groupe, comme l'a indiqué Cédric. Et par rapport à ça, nous sommes une spécialité. On l'a vu, le monde est notre terrain de jeu. Et je pense qu'il ne faut pas embarquer des activités de généralistes en même temps parce que les Anglais appellent ça la distraction. Ça veut dire on va se. Bah, du coup, on va regarder l'Afrique, le Moyen-Orient, parce que si on se. Enfin, il y a l'Europe, mais en France. Et donc, je pense qu'en tant que spécialiste, il faut vraiment qu'on soit concentré sur notre spécialité et qu'on laboure profond sur notre champ. Je rajouterais néanmoins un truc, et on n'a pas vraiment encore parlé, mais Cédric a nommé des référents. J'ai une référence sur IB International. Ce que je pense, c'est que les lignes entre ce qu'est MSH, donc je fais des expatriés, je fais des gens mobiles internationalement, ce qu'on appelle l'IPMI, et je fais du local un peu plus haut de gamme, ce que j'appelle le PMI+, ces lignes-là se floutent. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on nous demande d'assurer des populations de gens dans des territoires. Et donc, il faut qu'on arrive, soit, alors, par mon rôle de référent, mais soit en travaillant en collectif, et c'est une des valeurs que l'on veut mettre en avant, en travaillant donc avec la direction internationale, soit en poussant ce rôle de référent, soit même par nous-mêmes, c'est ce qu'on fait en Chine finalement en partie, c'est d'aller sur des territoires où on fera du PMI+. Donc, on aura déjà cette zone d'expansion de possible. Et je pense que si, j'aime bien la phrase qui trop embrasse mal les trains. Je pense que si on va trop large, alors on risque de se perdre un peu par rapport à la belle histoire qu'on a à écrire sur un message. Voilà, tu as le droit de. Je n'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux. Je dirais pas qui, mais je trouvais marrante la question. Donc, voilà. Excellent. C'est anonyme, en revanche. Ben, en fait, je suis comme ça. C'est une excellente question, néanmoins. Merci d'avoir posé. Voilà, ben, un grand merci à toi, Cédric. Et un grand merci à vous, surtout. Voilà. Il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Peut-être que dans ce cas-là, on récupérera les questions. Ouais, puis d'accord. peut-être on pourra faire une. Ah oui, il y en avait beaucoup, parce que je pensais. Oui, il y avait d'autres questions. D'accord. Ben, on les reprendra. Si on a le temps à la fin, j'essaierai de répondre quelques-unes. Sinon, on répond. Et puis, Cédric, avec Cédric, on fera comme d'habitude, on fera suivre la réponse. Super. Merci encore. Merci à vous tous. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Merci. 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 Alors, je propose qu'on continue sur la partie Golden Gate. Donc, voilà, ce que je souhaitais quand on a regardé l'agenda, c'était faire un peu, comme je l'ai indiqué, une prise de hauteur et rappeler dans les grandes lignes ce qu'on voulait faire avec Golden Gate sans rentrer dans le détail. Je sais que c'était un grand chantier, qu'il y a des jeux d'évolution un peu partout parce qu'on est au niveau mondial. Et du coup, merci à Laurent et à Doua qui se prêtent à l'exercice, surtout Doua qui est en congé aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Donc, merci à vous deux d'être présents pour un peu nous faire un point sur Golden Gate. Merci Frédéric. Donc effectivement, comme le disait Frédéric, l'objectif n'est pas de vous représenter un état des lieux précis de là où on en est sur le projet, puisqu'on a fait un webinar pas plus tard que début juin. On est quand même rentré avec Doua et l'équipe projet assez en détail de là où on était sur l'état d'avancement des différents chantiers. Là, l'objectif, c'est peut-être, voilà, comme le disait Frédéric, de vous donner un petit peu plus de contexte ou rappeler le contexte de là où on est parti et surtout là où on veut aller, étant entendu qu'il n'y a jamais de point d'arrivée. Encore une fois, une organisation, elle est là pour vivre, pour être ajustée en conséquence. Par rapport à quoi? Par rapport à des besoins clients. Ça, c'est vraiment ce qui nous motive et ce qui a motivé le lancement du projet Golden Gate. C'est qu'est-ce que dit le client? Qu'est-ce qu'attend le client? Et à un moment, il faut qu'on puisse s'adapter à ce que souhaite le client, parce que sinon, on meurt. Et on meurt pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, sur la partie TPA pure, c'est pas sur les délais de traitement des claims que se fait la différence avec nos principaux concurrents, ni sur les délais de réponse aux emails, ni sur le taux de décroché, ni sur le fait effectivement que sur un remboursement provider, on mette 20 jours ou 30 jours. Ça compte, comme je vous le disais, parce que si vraiment on a une performance qui se dégrade, là on est en risque.
Mais globalement, tout le monde se tient, voilà, un petit peu, se tire la bourre sur le niveau de service de base. Et donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous apporter des éléments différenciants par rapport à nos concurrents pour gagner des parts de marché? C'est plusieurs choses. La première, c'est la personnalisation du service et l'amélioration de l'expérience client telle qu'elle est vécue au quotidien par nos assurés, nos providers et nos RH. Et là, c'est vraiment voilà, tout l'enjeu du projet Golden Gate d'embarquer ce trend d'amélioration de l'expérience client, parce que c'est là-dessus que se fait la différence, que les gens se parlent, se disent oui, avec MSA, j'ai été bien accompagné, j'ai eu un très bon suivi pour une pathologie donnée, pour un traitement d'un dossier administratif un peu complexe, ils m'ont rappelé, j'ai su où j'en étais, etc., etc. C'est plus sur mon claim a été remboursé en 2 jours, parce qu'aujourd'hui, c'est normal, hein. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a axé tout le projet Golden Gate, avec en plus, on n'y reviendra pas, mais vous le savez, un enrichissement aussi d'un certain nombre d'offres de services connexes, le service VIP, le service conciergerie, comme on l'a fait aussi pour le bilan de santé, parce que c'est au travers de cette galaxie d'offres de services complémentaires et d'accompagnement qu'on va pouvoir aussi se démarquer par rapport à nos concurrents. Et comment se démarquer? C'est se démarquer bien évidemment par rapport à la qualité de service offerte à nos assurés, mais pas que, hein. Encore une fois, le projet Golden Gate a été construit pour l'ensemble de nos publics, les providers, j'en ai parlé, et surtout nos clients RH, où là aussi, on a pas mal progressé avec le B2B au cours des dernières années, mais on va très fortement accélérer au niveau de la gestion sur l'accompagnement opérationnel de nos correspondants RH au quotidien pour voilà, quelque part les tenir par la main, les tenir informés de nos autres services, de ce qu'on sait faire, parce que aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui, hein, et c'est tout l'enjeu, c'est que nos clients parfois ne savent même pas ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Donc, alors, ce qu'on fait mal, ils le savent parfois, souvent quand ça remonte au travers des réclamations, mais ce qu'on fait bien, silence radio. Donc, c'est vraiment, il faut changer complètement de mindset pour aussi démontrer, prouver, accompagner nos clients pour qu'ils se rendent compte aussi de tout ce qu'on fait de bien pour leur population au quotidien, que ce soit des populations corporate, OI, individuelles ou ETI. Donc, c'est vraiment, encore une fois, cet objectif-là, hein, donc c'est ce que représente le diagramme que vous voyez ici, hein. On a lancé cette dynamique de changement, pas pour se faire plaisir, hein, c'est pas, voilà, c'était pas une lubie. Je me suis pas réveillé un matin avec Frédéric en se disant ah, tiens, si on changeait l'organisation parce que j'ai rien à faire. C'est vraiment l'enjeu de retrouver cette dynamique d'ensemble pour donner un nouvel élan sur l'accompagnement de l'expérience client au quotidien qu'on donne aujourd'hui pour nos assurés et nos différents publics. Et encore une fois, c'est un processus itératif qui ne va pas s'arrêter une fois qu'on aura mis en place l'ensemble des chantiers sur lesquels qu'on va développer, mais qui va vivre tout au long des prochains mois et des prochaines années, parce qu'encore une fois, il n'y a que le mouvement qui nous permettra de tirer notre épingle du jeu. Donc, sur le contexte général, vous savez hein, qu'on avait lancé l'enquête Stratélo, les irritants, qu'on a travaillé avec vous sur la définition la mise en œuvre des réponses hein, à ces irritants. Donc, ça a vraiment été un travail collectif de co-construction pour mettre en place ce projet de Golden Gate, hein. Donc, encore une fois, ce n'était pas un projet qui est sorti du chapeau, du tiroir à appliquer, hein. On a vraiment, et là, je tiens à vous en remercier. Chacun a pu y participer, y contribuer et continuer à y contribuer pour que ce soit une réussite collective. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est un petit peu nouveau par rapport à la précédente réorganisation qu'on avait mis en place, comme vous le savez, il y a bientôt 7 ans. Et c'est vraiment sur ce collectif-là qu'il faut qu'on continue à s'appuyer tous ensemble, que ce soit au niveau des opérations, du réseau, du commerce, du médical, de l'IT, etc., pour, voilà, comme je disais, poursuivre et amplifier cette dynamique qui est majeure et mettre en œuvre l'ensemble des chantiers qu'on a définis qui seront bien évidemment poursuivis, hein, donc à la fois sur la digitalisation. On va faire juste un focus sur 2023, mais voilà, il y a des gros enjeux aussi sur les prochaines années 2024 et 2025. Et puis, vous le voyez, sur la refonte des parcours clients, parce que comme je le disais, c'est pas tout de changer une organisation, il faut aussi qu'on se réinterroge sur nos parcours clients. Si on ne parle que des assurés, hein, ce sont les parcours remboursement, onboarding, case management, précert. Et c'est vrai que quand on va se réinterroger là-dessus, ça va y avoir des impacts assez forts aussi sur la façon dont on travaille au quotidien et qu'il va falloir embarquer derrière dans nos réflexions, dans la mise en œuvre pour, à la fin, ne pas perdre de vue qu'on fait tout ça. Pourquoi? Pour que l'assuré, le RH, le provider soit satisfait et très satisfait à la fin des fins, hein. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour s'amuser qu'on met ce type d'initiative en place, c'est pour renforcer
cette amélioration de la satisfaction client, qui est quelque part notre thermomètre et la façon dont on va pouvoir continuer à conquérir des parts de marché et aussi ne pas être en défense sur certains comptes derrière, puisque plus un client est satisfait, moins il a envie de partir, hein. Ça, c'est le b.a.-ba, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, avec Doua, on va vous présenter un petit peu voilà, quelle est la vision à partir de use case de ce qui va se passer demain, ce qui va vous permettre aussi de vous projeter par rapport à un certain nombre de questions, d'interrogations qu'on a pu avoir au travers d'un webinaire, que vous pouvez avoir quand vous échangez entre vous, lors de réunions, en prenant un café. C'est vrai on essaye de vous apporter le maximum d'informations, mais là, ça vous donne aussi un petit peu la perspective de où on en est, d'où on part et vers où on veut aller, en tout cas d'ici 2024. Doigt. Oui, merci Laurent. Du coup, bonjour à tous. En fait, on est parti sur la refonte du parcours client. On est parti vraiment d'une situation où on s'est dit, dans le parcours client, faisons travailler le collectif pour le repenser différemment. Et ça passe par une organisation différente qui a été travaillée sur, pendant de nombreux ateliers. Il y a eu beaucoup de contributeurs. Donc, on tient encore une fois à renouveler nos remerciements pour toutes les personnes qui ont fortement contribué à la mise en place, à la construction organisationnelle et également fonctionnelle du parcours client. L'un des piliers majeurs, c'est la simplification de notre organisation. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ruptures dans l'expérience client, dans le parcours qu'il peut avoir, que ce soit pour le client assuré ou que ce soit pour nos vis-à-vis RH. Les courtiers n'ont pas forcément une organisation face à eux également pour les gérer, nos prestataires non plus, nos prestataires de santé. Donc, on est passé par une simplification et une consolidation de la compétence au sein de certains départements. Donc là, la vision cible à 1 an. Donc en 2024, on voudrait s'organiser de manière beaucoup plus simplifiée. Les déploiements ont commencé le 1er juin. Je vous montrerai un peu notre timeline et tous les déploiements qui ont commencé, comme je vous le disais, depuis le 1er juin. Mais ce qu'on voudrait vous montrer là, c'est essentiellement où est-ce qu'on va atterrir sur tous les différents types de parcours clients. Donc le premier exemple, c'est typiquement un assuré qui nous contacte. Il nous signale qu'il y a une erreur de remboursement. Donc, il a besoin d'une correction, d'un ajustement. En 2023, enfin jusqu'à 2023, ça avait comme circuit, comme parcours d'arriver au niveau de la gestion relation client, donc au niveau de nos équipes Customer Care. Ça transitait par les équipes prestations, les équipes claims en question. Alors là, encore, au visuel, c'est plus simplifié, mais ça pouvait passer d'un bureau à un autre en fonction du centre de gestion de l'assuré. Et puis, par la suite, une fois que c'est corrigé et validé, ça revenait au service client pour faire un retour à l'assuré qui a contacté. Donc, ce circuit pouvait prendre, dans un circuit standard, il pouvait prendre d'1 semaine à 10 jours, voire parfois 1 mois, quand certains transferts se faisaient mal. Demain, à partir du 1er juillet et vraiment en déploiement progressif, tout sera centralisé au niveau du Customer Care renforcé, sauf certains ajustements un peu complexes. Donc, tout va se passer au sein de cette équipe, le traitement de l'ajustement, la réponse aux clients et bien sûr l'enregistrement de cette donnée dans notre système pour qu'on puisse par la suite l'exploiter. Un autre cas de figure, un assuré UNESCO, pour ne citer que cette grande et belle organisation internationale qu'on a, qui nous contacte et qui a besoin d'un accord préalable pour certaines séances de kiné. Et il envoie sa demande sur l'adresse email dédiée à l'UNESCO. Donc, habituellement, ça passait par l'équipe organisation internationale qui, eux, s'adressait à l'équipe prise en charge, qui répondait à l'accord préalable. Demain, les organisations internationales auront la main pour émettre cet accord préalable et que l'assuré ait une réponse rapide à sa demande et qui n'attendent pas plus que ça pour pouvoir commencer ces séances.
Un autre exemple, nouvel affilié qui voudrait avoir des informations sur son plan médical et il voudrait soumettre une demande de remboursement. Il est habitué à s'adresser à l'équipe affiliation, donc enrollment. L'enrollment transférer cette demande au service client qui, eux, répondaient. Aujourd'hui, le Customer Care renforcé aura la capacité de répondre immédiatement à l'assuré. Un autre cas de figure, alors qui fait un parcours assez long et fastidieux, c'est un résident qui est à Dubaï. Il a appelé, il tombe sur une équipe à Paris, notre équipe franco-française, et il se rend compte qu'il y a eu une erreur dans son remboursement. Donc, l'équipe gestion relation client habituellement transfère la demande à Dubaï, vu que c'est un résident de Dubaï, donc il a son centre de gestion qui est Dubaï. Ce même service client transmettait à l'équipe Claims pour faire le correctif et l'équipe Claims répondait à l'assuré, pardon, au département gestion relation client qui eux-mêmes répondaient à l'assuré. Donc l'assuré ne comprend pas forcément qu'il n'ait pas une réponse chez la personne qui l'a contacté. Donc pour éviter tout ce parcours très fastidieux, encore une fois, c'est le Customer Care renforcé qui répond de Paris qui répondrait directement. Si on passe sur d'autres cas d'usage, Laurent, tu reprends le... Oui, merci. Donc effectivement, là, sur d'autres cas d'usage, notamment, je parlais tout à l'heure de la gestion relation RH, on voit bien que nos correspondants RH ont de multiples questions opérationnelles qui ne sont pas toujours liées d'ailleurs à des réclamations, hein. C'est des remontées, c'est des éléments d'information sur leurs appels de cotisation, c'est même des questions plus générales sur nos procédures parce qu'effectivement, ils ne sont pas complètement au fait de comment ça fonctionne. Et on voit que effectivement, ça peut passer par différents cadeaux, souvent par le commercial hein, qui nous transfère la demande ou par le chargé de compte au niveau de l'UG qui reçoit un certain nombre de demandes. Et puis après, derrière, c'est ventilé au département compétent avec derrière les départements qui répondent pour leur partie. Donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est à travers l'expérience qui est quand même réussie hein, du B2B, c'est vraiment une grande réussite depuis plusieurs mois. Enrichir ce rôle-là pour faire monter en compétence les gestionnaires RH, notamment à Paris, pour être en capacité de répondre à pratiquement toutes les questions que peut se poser le RH. Je n'ai pas dit faire tous les actes de gestion, hein, encore une fois, mais répondre à toutes les questions et davantage l'accompagner de façon proactive sur la façon dont on fonctionne, sur des questions type réseau, sur aussi travailler en lien avec le commerce sur les offres de services qu'on peut faire en rebond, c'est-à-dire que le RH s'interroge, ah oui, mais nous, on pourrait faire ça. Alors, bien évidemment, ça peut être facturé, et c'est pour ça qu'on travaille avec le commercial, mais on a beaucoup d'échanges aujourd'hui avec nos correspondants RH sur lesquels on peut capitaliser à la fois pour améliorer l'expérience utilisateur, parce que c'est quand même eux à la fin qui décident de nous confier le contrat ou non, et puis aussi, comme le disait Laurent, travailler sur la saturation du portefeuille avec les différentes offres de services qu'on a déployées ou qu'on va déployer demain en lien, bien évidemment, avec les équipes commerciales. Donc ça va de pair, et c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite aller. De la même façon, c'est la même expérience qu'on souhaite mettre en place pour les courtiers. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est traité par une petite équipe, mais il n'y a pas cette relation personnelle en place avec nos principaux courtiers qui convient de développer. On le voit bien, parce que bon, moi-même, j'ai des relations avec un certain nombre d'entre eux, Chaz aussi, avec Jean-Michel Eckert ou d'autres courtiers, etc. Et finalement, je veux dire, d'expérience, plus on a cette relation personnelle, plus ça se passe bien et mieux avec le client. C'est-à-dire que le courtier comprend lui-même comment on fonctionne et n'est pas dans une position en disant ouais, mais ça, je vais les virer, mais nous défend même par rapport
à certaines interrogations ou questionnements que peut avoir le client. Et ça, c'est plutôt positif d'avoir le courtier avec nous plutôt que contre nous. Et ça, c'est vraiment, ça passe par ce travail de meilleure compréhension et d'accompagnement des principaux courtiers qu'on a aujourd'hui à la fois sur l'activité individuelle, hein, bien sûr, mais sur l'activité aussi ETI ou grand compte quand on a des courtiers type Jean-Michel Eckert. L'autre mouvement qu'on a fait, alors ce sera un peu plus light. Vous savez qu'on a des différentes équipes résolution. Je pense que les circuits sont bien compris, mais on a décidé voilà, de créer cette équipe dite mondiale rattachée directement à la direction monde opération pour avoir une vue d'ensemble du processus réclamation qui est majeur dans l'amélioration de la boucle qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé une nouvelle boîte email résolution mondiale. On n'a pas encore diffusé la procédure, ce sera fait en septembre, avec un responsable résolution monde qui coordonnera l'ensemble de l'activité réclamation, mais aussi qui travaillera avec nous et l'équipe transformation sur l'analyse des réclamations par processus ou par client pour, encore une fois, comme je disais, nous aider à améliorer la boucle qualité. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et c'est vrai que le fait d'avoir, au départ, ça avait du sens d'avoir logé les équipes résolution au sein du Customer Care, mais on est un petit peu jugé parti quand on est au sein d'un département. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de le mettre au niveau de la direction des opérations pour couvrir l'ensemble des départements et des bureaux en termes de gestion des disputes case. Enfin, dernier cas qui est un irritant majeur, hein, vous le savez, qui avait été identifié par nos assurés et puis qu'on vit au quotidien encore, hein, donc c'est les rejets bancaires. Alors les rejets bancaires, c'est vrai que on a mis en place tout un processus de gestion qui avait du sens parce qu'il fallait aussi séparer les habilitations entre ceux qui mettaient à jour les coordonnées bancaires, ceux qui faisaient les claims, etc. Mais finalement, la compétence est tellement éparpillée entre plusieurs équipes, affiliation, Contatec, qu'on en a perdu un peu le fil, sans avoir une réelle maîtrise du processus et une maîtrise au sens où on peut améliorer aussi la gestion des rejets bancaires et surtout les diminuer. Donc, on voit que ça, voilà, ils augmentent, que c'est vraiment un des principaux facteurs irritants avec nos assurés et nos providers. Et donc, on a eu besoin effectivement de se réinterroger sur la gestion de ce processus-là. C'est la raison pour laquelle, depuis le 1er juin, on a centralisé l'ensemble de la mise à jour des coordonnées bancaires et des rejets bancaires dans une seule équipe, sous la responsabilité de la comptabilité technique, pour nous aider à nous améliorer sur ce processus qui crée pas mal de crispation pour pas grand-chose finalement. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à réduire ça. Les premières stats qu'on a depuis juin sont extrêmement positives et j'espère qu'on va pouvoir continuer à poursuivre sur cette belle dynamique au cours des prochains mois pour diminuer très largement le nombre de rejets bancaires. Slide suivante, s'il vous plaît. Un des parcours importants qu'on a voulu mettre en place et sur lequel on a plusieurs ateliers et ça a été intéressant aussi de le présenter au séminaire Préventaire, c'est l'offre VIP et l'offre également conciergerie médicale. Ça nous tient à cœur de nous développer en termes de services et c'est des services qui seraient clairement différenciants et qui amélioreraient le parcours de nos assurés, tant nos assurés vraiment VIP, de type un directeur général d'une société ou un DRH d'une société. Ça suivra également d'un point de vue technologique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier dans nos différents systèmes qu'il s'agit d'un VIP et ça sortira du processus standard et habituel qu'on peut avoir. Et puis la conciergerie médicale, c'est tout un tout autre service. On le fait actuellement, mais de manière un peu isolée pour certains de nos clients, pour n'en citer que quelques-uns, pour la BEI ou également pour d'autres comptes où on fait de la conciergerie médicale, mais on voudrait vraiment que ce soit une offre à part entière et qui soit centralisée dans un service qui travaillera bien sûr en étroite collaboration avec les équipes médicales et les équipes du réseau. Il y a un autre parcours qu'on voulait absolument mettre en place de manière
pleine et entière, c'est la gestion de la relation des prestataires de santé. Vous savez que le travail extraordinaire fait par notre réseau médical de développement au quotidien du réseau de prestataires et en amélioration continue. On a de plus en plus de prestataires de santé. Chaque bureau au sein de MSH a une vraie expertise de la région. En dehors du paiement des prestataires de santé, il y a également un certain nombre d'échanges entrants, sortants avec ces prestataires de santé qu'on a voulu consolider dans une seule et même équipe pour éviter qu'une partie, la partie, on va dire, front de contact, soit au niveau des équipes Customer Care et que le reste soit traité au niveau des équipes Claims. On a centralisé vraiment cette relation au sein d'un même département. Aujourd'hui, on a également des partenaires clés. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a nos fameux APHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et puis il y a également d'autres partenaires clés de type CFE et autres partenaires assisteurs, assureurs. Donc là, on va vraiment consolider ça au sein d'un département qui pourra gérer toute la relation, toutes les réalisations, le suivi qui est fait, le retour par rapport à certaines demandes, la prise en main de certaines actions et missions de manière plus proactive et pas uniquement quand il y a une remontée ou quand il y a un point de blocage avec un de nos partenaires. Et puis, bien sûr, l'équipe, notre département prise en charge et coordination des soins assurés aura comme responsabilité de renforcer, de développer le case management. Bien entendu, toujours avec les équipes médicales, parce qu'il y a également du case management médical, mais tout ne passe pas par le médical. Et donc, nos équipes vont se spécialiser dans ce type de mission. Et on avance plutôt pas mal d'ailleurs dans la sélection du responsable Case Management Worldwide, parce qu'on voudrait qu'il y ait un parcours client, effectivement, qui soit dans la continuité, sans rupture dans le process, et que nos assurés puissent, dans tout type d'hospitalisation, bénéficier d'un suivi personnalisé, rapproché, et que ce soit vraiment également un élément différenciant. Et finalement, pour en finir un peu sur cette cible 1 an, on parle de clients au centre, donc on voudrait vraiment renforcer tout ce qui est proactif et ne pas être dans la réponse à la demande. On voudrait également susciter, nous, des intentions d'appel, de prise de contact, d'aller vers nos clients, de les contacter pour les accompagner, qu'on ait ce rôle d'accompagnement aussi et de conseil, et pas que de gestionnaire finalement où on répond à une demande par un acte de gestion systématiquement. Donc c'est aussi comment humaniser cette relation où on agirait de manière plus proactive et on renforcerait tout ce suivi, tout cet accompagnement. Et puis tout à l'heure, vous en parliez avec Cédric Charpentier, l'excellence. L'excellence passe aussi par ce rapprochement et cette proactivité qui est attendue par nos clients. Si on passe sur le slide suivant, là, vous allez voir les principaux jalons du projet. Alors, on a commencé, le projet a commencé depuis septembre de l'année dernière et s'est intensifié avec pas mal d'ateliers de construction de la transformation. Vous savez qu'il y a eu les workstreams, ce qu'on a appelé les workstreams, où on a fait un appel au volontariat pour les personnes qui voulaient vraiment contribuer à ce projet. Et puis, à partir d'avril, on a lancé des ateliers vraiment pour construire chaque département une fois qu'on a eu cette organisation qui a été définie. Il y a eu plusieurs ateliers. Laurent vous présentera quelques chiffres un peu clés dont on n'est pas peu fiers et qui nous permettent justement de pouvoir avancer de manière progressive, constructive et de vraiment mettre une organisation qui est clé dans la réussite de cette refonte du parcours client. Les formations métiers et les formations externes ont démarré principalement en mai et elles vont continuer jusqu'à 2024. Il y aura également quelques chiffres clés importants qui vous seront présentés.
Au 1er juin, comme vous disait Laurent, on a centralisé les mises à jour des coordonnées bancaires des assurés et le traitement des rejets bancaires. On va suivre ça. Alors, l'objectif et l'esprit, c'est qu'on se dise, dès qu'on donne le go live dans le nouveau département d'une nouvelle structure, on fasse un suivi chaque mois de l'efficacité de l'action, de la mise en place, et qu'on puisse faire aussi des réajustements si nécessaire. Donc là, lundi, pas plus tard que lundi prochain, on aura une première session après un mois pour voir quels sont les résultats. Les premiers résultats, comme vous le disiez Laurent, sont plutôt favorables et on en espère encore de meilleurs sur les prochaines semaines et les prochains mois. Le 1er juillet, et plus pratiquement parlant, le 3 juillet, on aura la mise en place du Customer Care renforcé. Vous savez que c'est notre pilier au sein de l'organisation et de la transformation Golden Gate. On aura également la mise en place des départements gestion relations prestataires de santé et la gestion des relations partenaires. Donc, mise en place 1er juillet. À partir de la mise en place du déploiement, on pratique, on laisse les équipes pratiquer, on réajuste si nécessaire, on fait des retours sur expérience pour en arriver en septembre à mettre en place une centralisation des organisations internationales. Donc, il y aura bien entendu les ententes préalables, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, qui seront traitées par les organisations internationales. Mais cette équipe, en fait, c'est une équipe qui va être centralisée sur Paris avec des collaborateurs France, des collaborateurs en Tunisie, pilotés par Khaled et Rosanne depuis Paris, pour vraiment centraliser un certain nombre d'éléments. La gestion relations RH sera également dans cette partie-là pour nos belles organisations internationales. On va transférer les ententes préalables et les prises en charge optiques au Customer Care renforcé, en dehors de ces organisations internationales. Au 1er septembre, on aura notre responsable Case Management Worldwide qui sera nommé, qui prendra ses fonctions et qui commencera à renforcer et développer tout ce parcours. Et puis, on aura également la gestion de la relation client. Donc, par client, on entend les courtiers, la relation directe donc pour les individuels, ainsi que les RH. Courant octobre, on aura le Go Live pour notre service VIP qui sera complètement prêt, tarifé et puis avec tous les supports marketing pour permettre à nos forces commerciales de vendre ce joli produit, ce joli service. Et puis, on aura la constitution de l'équipe Résolution Worldwide qui démarrera également dès début octobre. En fin d'année, on aurait la conciergerie médicale qui serait vraiment une offre packagée avec tout ce que ça comprend derrière. Alors, sans trop de suspense, Ouais. les Merci. chiffres. Donc, juste rapidement, parce que le temps court, c'est vrai que sur Golden Gate et MSH, grâce au soutien de Frédéric, on a un petit peu anticipé ce que souhaite faire Cédric Charpentier au niveau du groupe, sur la culture d'entreprise, sur les valeurs, sur le lean management, etc., au travers de l'importante initiative qui a été lancée pour accompagner le projet en termes de formation continue, à la fois des formations externes par un certain nombre de cabinets conseils, puis aussi j'oublie pas les formations internes délivrées par les équipes métiers chez Sahar. Et donc tout ça sous l'égide de l'équipe transformation et d'Audrey, on a mis le paquet, donc comme vous le voyez, avec plus de 1000 jours de formation qui sont déjà programmés. Il y en a déjà plus de 300 qui ont eu lieu pour un budget de 270 000 euros. Donc, au travers du projet et de l'organisation, on travaille aussi avec vous, main dans la main, pour créer ce changement, cette dynamique de changement en termes de mindset. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, ça se passe bien sûr au niveau de chaque collaborateur, des managers, des experts, etc., avec de nouvelles briques qui vont arriver là d'ici la rentrée, notamment sur les notions de customer centricity, etc. Donc, je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont participé à ce type d'atelier et les retours sont extrêmement positifs, heureusement, donc on en a pour notre argent. Mais c'est vrai qu'on a mis le paquet pour pouvoir accompagner cette dynamique-là. Et ça, c'est vraiment important grâce au soutien de la direction générale. Sur le slide d'après, on a aussi mis le paquet sur la digitalisation. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait
Et c'était un choix hein, assumé d'abord pour améliorer l'expérience de nos clients. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités très importantes qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Le chatbot, il sera mis en prod début juillet, mais c'est surtout, hein, comme vous le savez, le live chat et la messagerie embarquée qui vont nous faire passer dans une nouvelle dimension en termes de communication. Il faudra qu'on soit prêt au niveau de notre organisation pour pouvoir maîtriser ces nouveaux canaux de communication qui vont créer ce lien personnel avec nos assurés, avec nos publics, puisque là, on n'est plus sur des réponses à froid au type email qui est notre principal canal de contact. On sera sur cette relation interpersonnelle immédiate au travers du live chat qui pourra se prolonger par un appel téléphonique si l'assuré le souhaite. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup sur ces nouveaux moyens de communication pour, encore une fois, faire la différence. Hein. C'est des choses que n'ont pas nos concurrents, mais il ne faut pas se louper. Donc, il faudra, alors, on l'organisera bien évidemment pour que ce soit progressif, hein, parce que rien n'est plus déceptif que de ne pas répondre en temps et en heure à une demande de live chat. Donc ça, on y travaille, mais c'est vraiment là-dessus qu'on veut aller. Et encore une fois, les moyens financiers pour mettre en place ce type de nouvelles fonctionnalités sont là. Hein. Donc, comme le disaient Cédric et Frédéric, on a eu les moyens pour ce faire. Et dernière slide, sur les autres fonctionnalités de self-service, Doua, juste 2 mots pour Oui, dire aussi que les équipes voilà. internes, Mm. MOA chez Patrick et YT chez Avid, sont fortement mobilisées pour nous accompagner sur ces fonctionnalités qui sont majeures. Doua. Absolument. Certains points importants. Alors, il y aura la mise à jour des RIB en ligne, hein, qui est un très, très beau et gros projet qui va probablement être déployé là, sur les prochaines semaines. Et ça va permettre aux assurés de renseigner directement leur RIB et qu'on ait une information après un certain nombre de garde-fous, hein, disons, pour que l'information arrive directement dans notre système. Et puis, il y a toute la refonte, tout le projet de refonte de l'espace assuré et de l'application mobile hein, qui va être embarqué à partir de fin de l'année. Fin de cette année, et puis avec un certain nombre de choses, dont une des fonctionnalités aussi qui sera grandement appréciée par nos assurés, mais également par nos équipes opérationnelles, c'est la possibilité d'ajouter une pièce complémentaire qui manquerait à un décompte qui est déjà existant. Et ça, en termes de satisfaction client, ça paraît être un détail, mais qui a son importance vu le nombre de dossiers qui peuvent être manquants. Et puis, il y aura un peu un accompagnement de l'assuré sur sa soumission de demande de remboursement. Voilà, donc un certain nombre de self-service et self-care, comme on aime les appeler, qui seront embarqués. Et puis, donc vraiment, on fait aller en parallèle tous ces sujets organisationnels d'accompagnement, mais également de fonctionnalités et d'outils digitaux pour les assurés et pour nos équipes. Super, hein. Merci beaucoup Laurent Doua et merci à toutes vos équipes qui ont bossé parce que comme vous l'avez dit en intro, c'est vraiment de la co-construction avec beaucoup de personnes qui ont contribué. Donc vraiment merci, c'est un chantier très conséquent qui a été lancé et je trouve qu'il avance extrêmement bien. Donc bravo aux leaders des différents chantiers et l'ensemble des équipes pour la mobilisation. Alors on est un petit peu limite en temps, mais on va essayer de vous garder 5 minutes de plus, comme ça vous saurez qui a gagné sur le deuxième axe, parce que je crois qu'on va pas trop tarder à savoir, mais je crois qu'il y a peut-être une ou deux questions sur Golden Gate. Je propose qu'on en prenne une ou deux, puis les autres, on les donnera par écrit en réponse. Et puis après, on ira sur le concours. Ok, merci Fred. Donc, une première question pour Laurent et Edouard. Dans quelle mesure les bureaux des filiales sont-ils concernés et impliqués dans Golden Gate? Les bureaux ont été impliqués dès le début, hein, donc, puisque dans les différents workstreams qui ont été mis en place à la rentrée, il y avait des participants de chaque bureau aux différents travaux, sauf la Chine, hein, qui n'a pas voulu, il faut le dire, hein, qui n'a pas voulu participer aux travaux, donc qui s'est un peu exclue d'elle-même de ce qui a été mis en place, mais qui va qui va prendre le train en marche sur le développement qu'on a présenté avec Doua sur les différentes organisations qu'on va faire évoluer. Et bien évidemment, ce qu'on vous présente là ne peut pas valoir que pour Paris, hein. Encore une fois, comme le disait Frédéric, on est une organisation mondiale. Donc ça n'a pas de sens de bouger les lignes qu'à Paris si derrière, à Dubaï, à Tunis, à Shanghai, à Calgary et demain dans la nouvelle plateforme, on n'aligne pas
l'organisation de la même façon. Et donc, on a vraiment pris le taureau par les cornes et tout bouge au même moment sur ce qu'on vous a présenté. Ok, merci Laurent. Autre question. Quand seront lancés les nouveaux centres de gestion en Asie du Sud-Est et y aura-t-il des postes ouverts en interne pour ces ouvertures de centres à venir? Là, Doua pourra peut-être compléter, mais donc, il y a eu un gros travail d'analyse qui a été fait en lien avec Business France et c'est Doua qui était sponsor sur le sujet. Donc, on a shortlisté 2 pays, hein, donc voilà, il n'y a pas de secret, Malaisie et Philippines. On y travaille avec Frédéric, Amandine pour présenter un dossier complet au COMEX pour après voilà, valider déjà le fait qu'on puisse ouvrir une nouvelle plateforme. Et après, se rendre sur place pour un petit peu sentir l'air et comment ça se présente, avant de décider sur le choix d'implantation géographique d'ici septembre. L'objectif étant Doha de pouvoir ouvrir fin juin, un truc comme ça. Oui, c'est ça, au plus tard fin juin Ouais, 2024. c'est ça. Oui, absolument. Alors, il y aura bien sûr des appels à candidature. Alors, Paris pilotera, comme on l'a fait pour Tunis, la création de cette plateforme en termes de formation d'équipe, etc. Alors, c'est vrai que là, l'Asie du Sud-Est, c'est un petit peu plus loin que Tunis, donc il faudra qu'on s'organise sur, si vous voulez, les séquences de formation et les roulements qu'on mettra en place. Mais fort de l'expérience très réussie de Tunis, je ne vois pas pourquoi on changerait de modèle. Ça avait bien fonctionné, donc on sera là-dessus. Si des personnes souhaitent postuler dans cette plateforme, pourquoi pas. Après, ce ne sera pas sur des contrats d'expatriation, ce sera sur des contrats locaux. Mais toutes les candidatures sont bienvenues. Il nous faut une doua philippine. C'est ça. Voilà, bah merci Et pour la ce qu'on question. pourrait peut-être juste rajouter, pardon, c'est que le choix est clair également de l'organisation. Ce bureau, parce qu'on a déjà eu précédemment la question, ce sera 100% une filiale MSH France. C'est également important de le préciser. Oui. Merci pour la précision. Voilà, bah, je vous propose qu'on arrête là. Si tu peux noter toutes tes questions, soit pour toi ou Laurent, soit pour Cédric, soit voilà. Et puis ben, on va arriver à la fin de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, on était ravis de pouvoir vous dire où nous en étions de l'activité. Hein. En synthèse, vous avez vu, un groupe qui se porte plutôt bien. Les chiffres de messages sont bons, mais c'est pas gagné pour l'année. Je veux vraiment insister. Donc, on a un deuxième semestre qui est vraiment important, sur lequel il va falloir vraiment dérouler sans se tromper et gagner nos défenses. Et Pierre Denever vient juste de passer la tête pour savoir qu'on était sur une de nos grosses défenses. Vous voyez à quel point tout le monde est mobilisé. Et donc, il faut vraiment qu'on conserve nos affaires importantes et qu'on arrive à en gagner pour qu'on puisse être vraiment dans le bon mouvement. Mais je trouve qu'il y a une très très belle dynamique. Donc, merci à tous. Merci sur ce que vous avez fait sur Golden Gate. Et alors maintenant, sans plus tarder, je regarde Zoé me dire alors. Donc, le numéro 3, Zoé, on va faire comme les dauphins ou les dauphines. Voilà, le troisième meilleur est le numéro 3. Le deuxième meilleur est le numéro 2. Donc, vous avez voté dans l'ordre. Et c'est le numéro 1. Est-ce qu'on peut donner le nom du ou de la gagnante? Huchang qui a gagné, donc bravo. Donc, c'est l'illustration numéro 1 qui va être prise. Bravo, Huchang, pour avoir gagné. De l'équipe Stats, comme quoi les gens des stats sont capables d'être très créatifs. Bravo aux gens de statistiques qui ne sont pas que des services droits, donc, pour avoir fait une belle illustration. Merci à tous ceux qui ont concouru et qui ont eu la gentillesse d'envoyer des illustrations et des idées. Je trouve que voilà, l'idée est très sympa. Et puis, bravo encore à Euchamp qui a gagné et dont on va reprendre l'illustration. Alors, il y a un troisième axe. On va pas rester en si bonne. Voilà, et donc le troisième axe, c'est tout ce qui traite de la transformation opérationnelle. Vous avez eu Golden Gate qui est au cœur du troisième axe, comment évoluer, réhumaniser le service, gagner en efficacité, gagner en qualité client, ça a été extrêmement bien expliqué par Doua et Laurent. Et puis la transformation informatique avec de l'agilité, comme ça a été posé. Donc voilà, c'est la refonte en profondeur de nos opérations, de nos canaux de communication avec les outils, bien sûr, et le but est d'améliorer l'expérience client au global. Et je crois même qu'on veut améliorer l'expérience collaborateur dans la foulée. Donc n'hésitez pas à proposer vos illustrations et on fera le même jeu concours de manière à avoir le plan complet assez rapidement. Voilà, je pense qu'on n'a plus de
d'autres questions à prendre et donc on les répondra. Et puis, il fait beau, l'humeur est bonne, les jours sont longs, donc profitez-en. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été pour ceux que j'aurai peut-être pas l'occasion de revoir. Et puis, écoutez, profitez pour ceux qui prennent des vacances, pour ceux qui restent, gardez bien la maison. Et puis, on vous embrasse d'ici et plein de bonnes choses pour cet été et pour les vacances.